Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir le docteur Biran et Amandine Lafargue pour la présentation de leur troisième édition, de leur livre Psychopathologie de la pédophilie. Alors c'est un livre qui est extrêmement riche, qui pourrait représenter un cours en faculté et qui reprend l'entièreté de ce qu'est la pédophilie, ce qu'on va définir. Alors, avant tout, j'aimerais que vous puissiez chacune vous présenter de façon précise pour qu'il n'y ait pas de confusion avec tous les gens ces personnes qui s'autorisent à parler sur la pédophilie, la protection de l'enfant, alors qu'ils n'ont pas ni les compétences ni la clinique. Donc, si vous pouviez vous présenter sur ce sujet-là, ce serait chouette. Alors, je donne la parole à Ariane pour commencer. Oui, d'accord. Merci beaucoup d'avoir organisé cette émission pour parler de notre ouvrage. Alors, je suis Ariane Biran, je suis psychologue clinicienne, philosophe, normalienne et docteur en psychopathologie. Initialement, je suis spécialisée dans l'enfance maltraitée, donc c'est aussi l'objet de cette coopération avec ma collègue, puisque ça fait presque 20 ans que nous nous connaissons et nous travaillons donc sur les mêmes sujets. Ensuite, plus spécifiquement concernant la pédophilie, j'ai donné des formations dans l'administration pénitentiaire sur la prise en charge de la délinquance sexuelle. Donc, j'ai aussi rencontré des profils pédophiles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de rencontrer des victimes, que j'ai eu également dans mon cabinet, par exemple, avec des enfants où il fallait faire des signalements, donc avec toute une symptomatologie traumatique qu'on doit relever et une connaissance aussi assez intime du fonctionnement des institutions, mais c'est également une autre connaissance de l'autre volet, c'est-à-dire du côté de l'agresseur, avec également des expertises judiciaires. Donc voilà, c'est depuis ce point de référence-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Imposture des droits sexuels, qui parle des textes de l'OMS qui me paraissent extrêmement graves du point de vue du développement de la psychologie de l'enfant. J'ai aussi enseigné à l'université sur le développement de la psychologie de l'enfant. C'est un petit peu long de décrire tout mon parcours, mais disons qu'il y a une expertise sur le développement psychique de l'enfant, et en particulier sur la dimension des traumatismes sexuels, et en particulier aussi sur ce qui concerne donc les perversions en général, dont la pédophilie fait partie, perversion sexuelle et narcissique. Et j'ai enfin écrit un autre livre extrêmement important et récent de 2025, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, avec le docteur Régis Bruno, où nous rappelons aussi la dangerosité des textes de l'OMS, de l'actuelle éducation sexuelle, des confusions, et nous rappelons ce qu'est le développement psychique de l'enfant et la véritable prévention. Voilà, j'essaie d'être un peu sommaire. Ok, merci beaucoup Ariane. Amandine. Alors, on va rétablir le micro. Est-ce que c'est bon? Parfait. Oui, bonjour à toutes les deux. Diane, je te remercie très chaleureusement de nous recevoir, parce que c'est vrai que tu es devenue au fil des années une voix précieuse dans la défense de la cause des enfants, donc depuis les dépêches citoyennes et aujourd'hui l'Honest. C'est vrai que tu lis, tu analyses et tu présentes avec profondeur et discernement des ouvrages qui interrogent notre époque, et que tu accompagnes depuis plusieurs années la diffusion de plusieurs travaux d'Ariane. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de présenter donc cette troisième édition de la psychopathologie de la pédophilie. Donc, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc, moi, je suis Amandine Lafargue, je suis psychologue, je suis diplômée en psychologie clinique, ainsi qu'en psychologie sociale et industrielle des organisations, et en psychopathologie. Je suis également psychothérapeute et psychanalyste dans le 13. Et j'exerce depuis 26 ans et je travaille aux côtés d'Ariane depuis 18 ans. Donc, au cours de ma carrière, j'ai notamment exercé comme psychologue en protection de l'enfance, et j'ai également été réquisitionnée pour des auditions, mandatée pour des exercices judiciaires auprès des juges des enfants de Marseille, de Martigues et d'Aix-en-Provence, ainsi qu'auprès des magistrats du parquet de Marseille et du Var. Avec Ariane, nous avons été amenés à travailler sur des situations particulièrement sensibles, donc des signalements, des évaluations cliniques et des expertises délicates, dans laquelle l'enjeu, c'était à la fois de protéger la parole du témoin et de préserver l'enfant de tout dommage supplémentaire,
et de permettre que les faits puissent être reconnus et dénoncés sans abîmer sa situation. Et donc, je souhaite préciser aujourd'hui que je m'exprimerai aujourd'hui exclusivement en tant que psychologue, indépendamment de toute appartenance ou d'adhésion, philosophique ou religieuse. Merci beaucoup, Amandine. Alors, on va poser votre livre, première et quatrième de couverture. Donc, ce livre qui, comme je le disais précédemment, est extrêmement riche et fait vraiment tout le tour de la question. Est-ce que, bien sûr, on connaît ce mot pédophile, on l'entend malheureusement trop souvent, mais est-ce que déjà, on pourrait définir la pédophilie comme vous le faites dans ce livre, c'est-à-dire revenir, vous reprenez le terme dans la Grèce antique, vous définissez par une prédation, une instrumentalisation, et vous faites tout le tour de la pédophilie, à savoir tous les rapports qui sont sexualisés avec les enfants, y compris l'inceste et les réseaux pédocriminels. Donc, est-ce que vous sauriez refaire une petite définition comme ça pour que les auditeurs comprennent bien ce dont ce livre parle, en fait, vraiment, largement? Je peux peut-être effectivement commencer. Alors, on entend aujourd'hui beaucoup de confusion, donc surtout dans les médias et surtout de la part de personnes dont on se demande quelles sont leurs qualifications pour aborder un tel sujet. Et je crois que ces confusions sont assez dangereuses. Il y a une première confusion, et on l'a mise au clair dans le livre, entre pédophilie et pédocriminalité, par exemple, pédocriminalité qui est un nouveau terme. Alors, très clairement, la pédophilie, elle relève du champ de la psychopathologie. Ça veut dire de la perversion, du fonctionnement d'une maladie mentale, des perversions psychiques, toute la symptomatologie et toute la manière dont, par exemple, le pédophile peut avoir de concevoir ses actes. C'est une des dimensions. Ou la manière dont le pédophile apporte, ou la manière, par exemple, dont le pédophile apporte des justifications à ses actes. Puisque ce sont toujours les mêmes discours en réalité. Or aujourd'hui, on voit émerger le mot pédocriminalité pour dire c'est plus grave, c'est un crime, etc. Mais pour nous, le mot pédocriminalité, en réalité, dans la psychopathologie, n'a pas d'effet. Pourquoi ? Parce que la criminalité, c'est du registre du droit pénal et des infractions pénales. Donc oui, bien sûr qu'il y a des collusions, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de la perversion. Et on voit que finalement, cette distinction, au départ, censée nous aider, nous dire attention, c'est très grave, c'est un crime, etc. Puis dans pédophilie, il y a l'amour des enfants, mais le pédophile n'aime pas les enfants. Oui, mais il le prétend. Sa pathologie, c'est de prétendre aimer les enfants. Et c'est bien pour ça que c'est une pathologie classée dans les perversions. Donc, on voit que finalement, cette distinction amène aujourd'hui une autre distinction dans les médias qui est, finalement, il y aura un gentil pédophile abstinent et puis un méchant pédocriminel violent. Et il y aurait un pauvre type, en fait, qu'il faudrait aider parce que, bon, il est pris dans des fantasmes, etc. Et puis il y a d'autres méchants. Et je trouve que ces confusions sont extrêmement délétères et c'est la raison pour laquelle nous faisons le point. D'abord, nous faisons un point historique, nous faisons un point conceptuel, nous décrivons, en fait, mais nous gardons le terme pédophile parce qu'il c'est le classement. Sa pathologie, c'est de prétendre aimer les enfants alors qu'il les violente, et précisément, tous les discours iront dans ce sens. Et on voit aujourd'hui des discours qui vont dans le sens du pseudo-amour des enfants, de leur pseudo-protection, d'une pseudo-bienveillance, et qui, en réalité, méconnaissent complètement le développement psychique de l'enfant et sont des discours, en réalité, à caractère traumatique. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait le point. Mais on a fait beaucoup d'augmentations. Je vais laisser la parole peut-être à Amandine pour qu'elle elle puisse décrire aussi les augmentations qu'on a fait entre la deuxième et la troisième édition. Ce n'est plus du tout le même ouvrage. On a actualisé énormément de choses. Et vous disiez, Ariane, vous faites dans le livre, je ne sais pas si c'est vous, Amandine, vous parlez de pédophilie, pédérastie, en disant qu'en Grèce, il y avait cette relation adulte-enfant qui n'était pas forcément sexualisée et qu'en fait, le mot a été un peu dévié. Il y a beaucoup de fantasmes, en fait, beaucoup de projections aussi sur des mondes historiques qui font partie de l'absurdité de l'ignorance actuelle. Donc, effectivement, nous faisons une petite mise au point là-dessus. Ok. Alors, Amandine ?
Oui, bien volontiers. Donc concernant cette, 3e édition, pourquoi on a fait une troisième édition? C'est parce que les connaissances, sur le sujet ont encore progressé, que le cadre juridique a évolué, même si c'est pas le thème, on est revenu quand même, sur, donc les lois qui ont changé. La cyberpédocriminalité qui a pris une ampleur considérable, les révélations des victimes qui ont changé le paysage social et paradoxalement, les mécanismes, psychologiques fondamentaux qui étaient restés les mêmes, l'emprise, la dissymétrie, les confusions générationnelles et les silences. Donc dans nos consultations, on a constaté aussi une augmentation des situations liées au numérique, le grooming, l'exposition précoce à des contenus sexuels, aux échanges en ligne et ça modifiait les modalités, mais pas le fond du problème, donc qui est l'exploitation de la vulnérabilité des enfants. Donc on reste sur la même trame et la même pensée, mais on a voulu réactualiser donc cette troisième édition là, parce qu'en quelques années, il y a eu beaucoup de changements. On insiste à nouveau sur la différence entre pédophilie et psychocriminalité, comme m'a dit ma collègue, en restant dans notre, spécialité qui est la psychopathologie. Donc la pédocriminalité, ça relève du droit et nous, ce qu'on essayait d'expliquer dans cet ouvrage, c'est comprendre le fonctionnement psychique, ce n'est pas excusé. Donc, là où on va en contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va expliciter les dynamiques, des psychés et de la victime et du pédophile, mais on va pas, comme le disait Ariane, présenter, l'agresseur comme quelqu'un qui a pas fait exprès, qui est pas au courant de tout et qui n'aurait pas intégré les interdits fondamentaux. Heu, voilà. Pour nous, on pense qu'on peut pas prévenir efficacement de ce qu'on, ne comprend pas. Donc on voulait, remettre des bases sur lesquelles les personnes, les lecteurs peuvent s'appuyer. Donc sur le terrain, les professionnels, ils ont besoin des 2 approches, de la justice qui qualifie les faits, et c'est pas notre spécialité, et de la clinique qui cherche à comprendre les mécanismes pour protéger les victimes et prévenir les récidives. Donc effectivement, on peut affirmer que le pédophile, c'est pas toujours le monstre caricatural qu'on imagine, ni, le victime de l'enfant qui était, tellement désireux d'apprendre, des choses de la sexualité. Donc on ne tombe pas dans le risque de la banalisation, au contraire, et on tombe pas non plus dans la caricature qui empêcherait de voir les dynamiques, des situations réelles. Parce que la plupart des agresseurs, comme on l'a vu, dans les faits divers d'il y a peu, c'est souvent une personne connue de l'enfant. Donc ce n'est pas le monstre qu'on représente et c'est précisément parce qu'ils paraissent ordinaires qu'ils sont dangereux. Donc les victimes, elles nous parlent rarement d'un monstre, elles parlent d'un père, d'un grand-père, d'un voisin, d'un éducateur, spécialisé, d'une mère. Enfin, c'est ce qui rend la révélation si difficile. Et c'est ce qui rend difficile aussi pour le tout un chacun de s'imaginer que sous un visage, on pourrait dire presque angélique, on peut trouver ce genre d'agissement qu'on pourrait qualifier de monstrueux en fait. Tout à fait et c'est un problème sociétal. C'est pas Ouais. seulement un problème individuel, c'est pas juste cette personne-là qui avait un problème. C'est parce que ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est que l'agresseur agit rarement seul. Il y a un contexte. Il existe toujours des mécanismes de déni collectif, que les violences surviennent souvent grâce au silence et que certaines institutions peuvent parfois devenir aveugles à ces mécanismes ou à ces dynamiques. Et dans de nombreuses situations, le traumatisme, il vient pas seulement de l'abus, mais il vient aussi du fait que personne n'a voulu, voir, entendre ou prendre en compte, les alertes. Et c'est ce refus de voir, c'est une forme de déni par rapport à quelque chose qui est trop violent ou comment on pourrait qualifier cette société qui ne veut pas voir? Et paradoxalement parlant, aujourd'hui, on a beaucoup de faits divers qui sortent, on n'a pas pour autant l'impression que ça fait avancer les choses. Donc, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire on en entend encore plus parler et il n'y a pas pour autant des choses qui avancent. Ou est-ce que je me trompe? Oui, après je redonnerai la parole à Ariane qui en a encore, beaucoup à dire, là-dessus. Mais c'est vraiment, une trame de fond dans tous les ouvrages ou tous les sujets qu'on aborde, avec Ariane et d'autres collègues.
c'est effectivement, l'entourage, la société, le rôle majeur qu'ont, l'entourage de la victime dans ces sujets. Ariane a longtemps écrit, sur le harcèlement, sur la paranoïa. C'est vraiment quelque chose qui traverse nos écrits. Parce que l'entourage a un rôle majeur. L'entourage peut protéger ou devenir complice. Donc on détaille longuement et très sérieusement, on documente les mécanismes de déni qui sont fréquents, parce que beaucoup de proches ne sont pas malveillants, ils sont sidérés. Et cette sidération a des conséquences réelles pour l'enfant. D'accord. Alors, Ariane, peut-être, notamment avec cette notion du petit chaperon rouge dont vous parlez, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Oui, il y a sans doute plusieurs choses. Il y a une banalisation et un déni. Alors, plusieurs raisons à cela. La première, c'est en réalité l'ampleur des abus sexuels infantiles. L'ampleur des traumatismes sexuels infantiles, nous ne sommes pas les premières à en parler, hein. Freud, à la fin du 19e siècle, attribuait l'origine des maladies mentales psychotiques aux abus sexuels infantiles. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau. Ferenczi en a parlé ensuite. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'ai fait un sondage auprès de collègues pour savoir combien de patients dans leur patientèle il y avait de gens qui avaient subi des traumas sexuels infantiles. Et je parlais de psy qui ne traitent pas nécessairement ni d'enfants ni de ces sujets-là et qui parfois traitent du burn-out au travail, de sujets totalement différents. Eh bien, nous sommes tous d'accord que, en tout cas, dans la parole de mes collègues que j'ai reçus et relevés, il s'agit de 80% de la patientèle. 80%. Alors, ça veut dire qu'il y a 80% de la population, à minima, ou peut-être pas, parce qu'on peut dire il y a une sélection, parce qu'ils vont voir des psys, etc. Mais enfin, il y a un nombre considérable dans la population de gens qui ont subi des atteintes à la pudeur quand ils étaient enfants. Alors évidemment, ça ne va pas jusqu'au viol avéré, etc. Mais il y a eu des atteintes à la pudeur. Donc il y a eu quelque chose qui a fait effraction psychique, qui a fait traumatisme psychique, et qui crée un malaise et du déni et de la banalisation sur tous ces sujets. Une banalisation, par exemple, dont j'ai pu entendre parler récemment à propos de parents qui s'alertaient sur une sexualisation de leurs enfants, etc. Mais ils s'en alertaient, mais ils n'allaient pas plus loin que s'en alerter. C'est-à-dire en chercher l'origine, se dire que ce n'était pas normal, poser des garde-fous et essayer absolument d'entrer en révolte, j'ai envie de dire, contre cette sexualisation qui est totalement inadéquate de leurs propres enfants, eh bien, ça ne cheminait pas. Et je pense qu'il y a vraiment à interroger l'état général traumatique de la société. Ça, c'est une première chose. Il y a un déni là-dessus. Ensuite, il y a une banalisation sociale. Et comme on l'a vu, comme l'a dit Amandine, le pédophile, il a souvent ce n'est pas quelqu'un nécessairement de violent. C'est pas quelqu'un d'agressif en apparence, dans l'apparence sociale. C'est quelqu'un plutôt de très séducteur, de manipulateur, qui a besoin précisément que l'ensemble des gens pensent qu'il est totalement inoffensif pour pouvoir avoir accès aux enfants. Donc il y a une protection, un vêtement qui est mis par le pédophile, et il peut paraître, comment dire, non dangereux. Et on le voit aussi, je vais prendre l'exemple parce que ça va nous rappeler des souvenirs avec Amandine, mais nous avions visité il y a fort longtemps, du temps où je travaillais dans l'administration pénitentiaire, Casabiande en Corse. Casabiande en Corse, c'est la prison pour pédophiles incestueux. Bien, comme on estime que précisément, c'est pas des profils qui vont tout casser dans la prison, etc., eh bien, qui sont plutôt en danger dans la détention parce que les autres sont plus violents qu'eux, il y a plus des impulsifs, etc. Eh bien, ils peuvent donc être en détention à Casabiande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la permaculture, aller à la plage, avoir leur téléphone portable, etc. C'est-à-dire qu'il y a un traitement de faveur par rapport à d'autres prisonniers qui leur est donné et qui demeure personnellement pour moi un choc d'avoir vu ça. Et les gens pourront aller vérifier. Donc il y a quelque chose dans la société. Alors on peut dire évidemment que aussi les gens de pouvoir ont souvent des déviances sexuelles et donc ils sont très accommodants avec la pédophilie. Mais il y a aussi quelque chose qu'on voit tout simplement dans les familles, le gentil tonton dont personne ne se méfie, qui est tout le temps avec les enfants, etc. Donc c'est bien une tactique d'approche, c'est une tactique de paraître inoffensif. Et c'est bien là où le bât blesse.
J'étais la dernière conférence de Régis Bruno, il précisait justement que les pédophiles qui étaient emprisonnés, en fait, étaient souvent libérés avant, avec beaucoup de faveur, parce qu'ils étaient des prisonniers absolument modèles et Ils qu'ils ont des étaient très sages et très obéissants. C'est ça, ils ont des comportements exemplaires et ils se disent victimes de la violence des autres détenus qui, eux, n'ont pas forcément un comportement très exemplaire, mais ne sont pas pédophiles. Et donc moi, quand j'entends ça, et pour avoir lu votre livre, vraiment ce que je conseille à tout le monde, c'est donc de bien comprendre que déjà en tant qu'adulte, quand on est soumis à un manipulateur, c'est très compliqué. Hein, beaucoup de gens se font avoir et il faut vraiment une répétition, chercher pour comprendre. Mais alors, comment on peut, avec soi-disant cette évarce, un enfant peut-il se protéger? Par définition, il me semble qu'il ne peut pas. Je sais pas si. Et puis, on voit quelque chose dans les discours médiatiques aussi qui me paraît très malsain, c'est le glissement de l'empathie, non pas vers la victime, mais vers le pauvre pédophile. Hein, le pauvre pédophile, il ne sait pas se maîtriser, il faut qu'on l'aide, il y a des fantasmes, il ne veut pas passer à l'acte, il est responsable de ses actes, mais pas de ses fantasmes. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut être très clair, à partir du moment où la pédophilie fait partie du registre des perversions narcissiques, le terme même de fantasme est inadéquat. Parce que pour fantasmer, il faut avoir une vie psychique un peu nourrie, un peu construite, etc. C'est-à-dire qu'on n'est même pas là, on n'est pas là, on est dans la perversion, donc on est dans du scénario pervers, c'est très différent. Donc il n'y a pas vraiment une distinction entre les pensées et les actes. De toute façon, là aussi, on essaye de nous distinguer, le pauvre qui regarderait des images, mais il passerait pas à l'acte. Mais le fait de regarder des images, c'est déjà passé à l'acte, en fait. Puisque qui a produit ces images? On est en train de regarder des... Enfin, je veux dire, on est chez les fous, là. On est vraiment chez des gens qui cherchent systématiquement à exonérer les pédophiles de leur culpabilité et à exposer en réalité les enfants par des discours pareils. Donc c'est aussi ça où on essaye de clarifier énormément ce qui se passe. Et la dimension manipulatrice est très présente. Il se trouve que ça fait plusieurs années que, notamment, évidemment dans l'administration pénitentiaire et ailleurs, on nous parle de la justice, c'est un truc qui vient des États-Unis encore, la justice restauratrice, hein, donc il s'agit de restaurer le lien entre la victime et l'agresseur et ça vaut aussi, hein, pour la pédophilie et les incestes. Donc je crois que quiconque est un petit peu normalement constitué comprend qu'à partir du moment où on a eu un traumatisme extrêmement sévère, et à partir du moment où en face on a un agresseur qui est un profil extra manipulateur, parce que c'est constitutif, ce n'est pas quelque chose qui va évoluer, c'est constitutif de son rapport au monde, de sa manière d'être dans son altérité, ça fait partie des perversions. Manipulation, la manipulation fait partie des perversions, c'est pas quelque chose qu'on va enlever, c'est pas quelque chose qu'on va guérir. Et ça, c'est très important. Eh bien, c'est voué à l'échec, c'est-à-dire c'est voué à une augmentation du traumatisme chez la victime. Mais encore une fois, c'est pas grave, on continue de promouvoir des théories et des pratiques extrêmement perverses de notre point de vue. Et je pense qu'il est aussi temps de mettre ça sur la table, mais encore une fois, avec des gens qui savent de quoi il en retourne. C'est-à-dire qui ont compris, et Régis Bruno en parle très bien, il a une énorme expertise sur les discours des pédophiles, ce sont toujours les mêmes. Donc à partir de là, on a une symptomatologie qui est claire. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, des enfants que vous avez vus en consultation, ou justement sur cette notion, est-ce qu'un enfant pourrait se défendre de quelque façon que ce soit, ou est-ce que c'est totalement idiot de l'envisager? Je vais revenir sur la question précédente, comment distinguer le comportement des pédophiles en détention et pourquoi ils sortent plus vite par rapport à leur comportement exemplaire, tu disais. Donc, il faut distinguer le comportement en détention et le fonctionnement psychique. Un pédophile peut être parfaitement adapté aux règles de la prison, calme et discipliné. Le problème, c'est pas forcément les violences visibles, pardon, mais la persistance de l'attirance et d'une rationalisation qui peuvent rester intactes malgré un comportement exemplaire. Ensuite, tu posais la question des VARS.
Alors c'est vrai qu'on est favorable, nous, à une véritable prévention adaptée au développement de l'enfant et notre interrogation dans ces cours-là, c'est que ça porte sur certains contenus, certains vocabulaires ou certaines approches qui risquent parfois d'introduire trop tôt des représentations du monde, de l'adulte et on veut, nous, notre discours, c'est que la protection de l'enfance suppose de respecter ces étapes du développement psychique de l'enfant. C'était les 2 points sur lesquels, je voulais, revenir. Alors concernant, le message qu'on veut transmettre, aux parents ou nous, c'est vraiment pas céder à la panique, développer la vigilance, respecter l'enfance et maintenir le dialogue. Donc les parents, ils peuvent pas tout contrôler, on est d'accord, mais en revanche, ils peuvent devenir les adultes auprès desquels les enfants pourraient toujours parler. Dans ces conditions-là, les enfants peuvent, se développer, de manière saine et c'est pas forcément parce qu'on a, vécu une chose, traumatisante sexuellement qu'on est détruit. Donc on si les parents ou les thérapeutes ont pu mettre du sens, il y a pas effacement du trauma ou de maintien du déni, mais il y a vraiment intégration psychique des blessures, on va dire et du coup l'événement fera partie de l'histoire, mais ne le définira pas. Donc c'est probablement le message le plus important de notre livre, c'est qu'on rencontre des personnes qui se reconstruisent parfois remarquablement. C'est le Ouais, il faut quand même ajouter au terme d'un très très long parcours, très difficile et que malgré tout, c'est pas tout le monde, hein. Donc, ce qui me dérange dans les discours sur la prévention de l'enfance, c'est que c'est le report de responsabilité sur l'enfant, comme si c'était à l'enfant de dire non, comme si c'était à l'enfant de distinguer, d'apprendre à distinguer, comme si c'était à l'enfant de se protéger. Il n'en est pas capable. Donc, c'est d'abord le statut de vulnérabilité de l'enfant qui doit être envisagé, au sens où c'est aux adultes de protéger, de veiller sur les enfants, de regarder ce qu'ils font, de surveiller ce qu'ils font. Et on ne peut pas s'en dédouaner en disant « Oh voilà, bah c'est bon, hein, on leur a donné une information, ils se débrouillent ». Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on peut revenir peut-être aussi sur, un classique qui est la confusion générationnelle? L'enfant, c'est pas l'égal psychique de l'adulte. La pédophilie, ça repose toujours sur le déni de cette différence fondamentale. L'agresseur agit comme si l'enfant pouvait partager les désirs et les représentations de l'adulte. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve constamment dans le discours des victimes. Elles étaient traitées comme des partenaires, des confidentes, des pseudo-adultes, alors qu'elles étaient que des enfants. Peut-être après revenir sur la question de est-ce que les victimes deviennent des agresseurs à leur tour? On est vraiment dans les stéréotypes, de ce que vous voulez qu'on voit maintenant ou, est-ce que c Est-ce que, je rebondis sur les chiffres que donnait Ariane concernant les gens qui consultent en fait. Est-ce qu'on peut partir du principe que quand on subit une agression de ce type-là, il f il on devra impérativement faire un travail? Je veux dire, c'est et si on dit, enfin, il y a peut-être des gens qui pensent dire: «Bah, écoute, oublie, oublie, ça va passer». Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Non, bah non, non, enfin, il peut y avoir un oubli qui est une amnésie traumatique, qui est ou une forme de, enfin, plutôt de l'amnésie traumatique. Donc, c'est-à-dire le cerveau met ça de côté parce que c'est trop violent à envisager, mais on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. C'est-à-dire qu'il y a des situations de traumatisme sexuel infantile qui remontent à la surface et en pleine figure d'adultes qui, d'ailleurs, avaient entre guillemets complètement oublié cette affaire. Le traumatisme, c'est quelque chose d'indélébile. Donc oui, on peut, comme l'a dit Amandine, travailler à ce que la cicatrice soit beaucoup plus solide que presque avant la blessure, mais en réalité, il y a quand même une blessure et ce n'est pas, c'est un énorme parcours d'années, enfin, je dirais même le moindre attentat à la pudeur en réalité, parce qu'il y a un choc en fait, un choc traumatique chez l'enfant dans sa construction psychologique. C'est comme si on essayait de le faire mûrir trop vite et cette blessure, elle reste. Donc elle reste avec des comportements où, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir des grosses difficultés à se mettre en couple ou ils se remettent systématiquement en couple avec des personnages
violents ou des phénomènes de reproduction traumatique sans même comprendre d'où ça vient. Et un empêchement, par exemple, même d'avoir une vie amoureuse épanouie, tout simplement. Et c'est ce qu'on dit avec Régis Bruno. Nous, on intervient pour que les gens aient des vies amoureuses épanouies adultes. Parce que si on fait n'importe quoi quand ils sont enfants, ça ne donnera pas un bon résultat plus tard. Voilà. Donc, il y a énormément de symptomatologie, bien sûr, perte d'estime de soi-même, troubles dépressifs, voire suicidaires, etc., qui peuvent être la conséquence d'avoir été objectivé comme un objet sexuel en tant qu'enfant, par un adulte, par une personne représentant l'autorité. Oui, dans votre livre, vous parlez de meurtre d'âme et d'effraction du psychisme, des prohibitions universelles de meurtre et de l'inceste. Donc, quand on dit meurtre d'âme, c'est vraiment une destruction de la personne, parce que ma question, c'était un peu est-ce que j'ai l'impression que ce genre de traumatisme est tellement important et tellement profond que si on ne fait pas un travail, on a du mal à s'en sortir, alors que peut-être on peut, sur d'autres traumatismes, je ne sais pas, un cambriolage ou quelque chose, s'en sortir plus ou moins tout seul, que là, c'est tellement violent. Et puis, la bombe à retardement, c'est-à-dire quand ça arrive enfant, on va cacher et ensuite ça ressort. Oui, oui. Est-ce qu'on peut guérir d'un traumatisme sexuel subi dans l'enfance? Oui, mais pas au sens de l'effacement. Il s'agit vraiment d'une intégration psychique et la blessure, elle fera partie de l'histoire, mais elle ne définira plus la victime. Bon, Après, il y a des fois aussi les choses comme les aires de la mémoire et du souvenir sont très proches. Il y a des fois la question aussi des faux souvenirs, des fausses allégations, enfin qui sont utilisées après pour dire mais il y a aussi des fausses allégations. Alors, c'est là où la psychopathologie est importante parce que c'est vraiment là qu'il faut être vigoureux, rigoureux, qu'il ne faut pas croire tout automatiquement, ni tout rejeter systématiquement, comme on a vu dans certaines affaires. Et c'est là que la clinique, elle demande vraiment de la méthode et de la prudence. On a besoin d'une position professionnelle qui protège justement les enfants, sans tomber non plus dans des simplifications, des amalgames. Et c'est vraiment un des messages donc, de notre livre qui est important. On peut se reconstruire après ces traumas, mais vraiment en prenant soin de ne pas sauter des étapes ou de pas. Je dirais que c'est du sur-mesure en fait. Chaque trauma doit être réparé au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des victimes qui arrêtent le dépôt de plainte lorsque l'agresseur a reconnu, par exemple, les faits, parce qu'elle veut être reconnue comme victime. Et avant qu'il y ait réparation judiciaire ou financière, parce que c'est pas là la question, c'est qu'on partage le même réel. Tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, et du coup, quand l'agresseur leur accorde un profond repenti, la victime vraiment se sent plus réparée que si on leur dit, écoutez, madame, il nie, mais on va vous donner tant de milliers d'euros. Pour la victime, ça n'a pas de sens. Donc les erreurs qui se passent souvent dans le monde judiciaire, c'est ça, c'est de pouvoir convertir l'histoire en argent, sonnant et trébuchant, alors que la personne veut être reconnue en tant que sujet. Et c'est là où des fois un bon travail thérapeutique, il se passe du coup des fois de l'autorisation de l'agresseur de vous reconnaître comme victime, mais qui est une reconnaissance de la victime elle-même dans son travail thérapeutique. Ça peut reconstruire la personne et la faire défocaliser de ce sujet et pouvoir continuer une vie, on va dire, et un développement qui serait le sien. Pour, pour, euh, pour gérer ces victimes au niveau judiciaire, mais au niveau psychologique aussi, il convient d'avoir une formation. C'est ce que vous expliquez bien dans les erreurs les plus fréquentes et à ne pas commettre dans votre livre. Mais ça demande vraiment une connaissance particulière, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est psychologue ou psychiatre qu'on va savoir s'exprimer sur le trauma des enfants. Tout à fait. Oui. Attends, juste, c'est aussi important des fois, enfin, en tant que personne qui écoute, évidemment qu'il ne faut pas minimiser, interroger comme un enquêteur, faire porter à l'enfant la responsabilité de la preuve, vouloir régler immédiatement la solution. Il faut bien comprendre que déjà quand l'enfant, enfin, on prend un enfant, hein, mais c'est toute victime, on va dire,
témoigne de ce qu'elle a vécu, souvent, d'abord, elle teste la réaction de l'autre. Donc en fait, elle dit pas toujours la profondeur de l'histoire de ce qu'elle a vécu, mais d'abord, elle teste la capacité de son interlocuteur à supporter ce qu'il va, entendre. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être formé. C'est aussi pour ça que tous les psychologues, ne sont pas toujours, dans cette capacité, parce que peut-être ça leur arrive, peut-être au contraire ça leur est pas arrivé et que du coup ils peuvent pas entendre ce que la personne essaye de dire profondément et donc d'où l'intérêt aussi des fois pour nous d'être en réseau, pour pouvoir réorienter la personne en disant: «Moi je suis, capable peut-être de t'entendre sur ce sujet, mais peut-être je vais vous conseiller d'aller voir, madame», et c'est là aussi qu'Honest, présente toute une liste de professionnels aguerris à ces situations, avec de l'expérience et de terrain et de la psyché, des conséquences à long terme. Parce que vraiment la qualité de cette première écoute est déterminante pour la suite de l'évolution du sujet. D'accord. Ariane, vous voulez rebondir? Oui, mais alors j'écoutais Amandine et après j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi la question? Je dis oui à tout. Je pensais à la formation, que ce soit des magistrats, Ah oui, oui. tout le monde ne Oui, peut oui. pas prendre ça en charge. Mais on l'a vu, j'en profite pour ajouter ça, c'est-à-dire que pour avoir lu le livre de Marie-Christine Grison sur Outreau, on voit bien qu'il y a eu un renversement médiatique et il y a eu non seulement la parole des enfants a été complètement discréditée, mais je dirais aussi la parole des professionnels. Absolument. Et ça, je recommande vraiment à tous les auditeurs de connaître le point de vue de Marie-Christine Grison, qui a été, je crois, la seule experte à entendre l'intégralité des enfants Outreau, et donc de comprendre que nous avons été victimes d'une savante manipulation médiatique visant à discréditer les experts, et évidemment, en discréditant les experts, on discréditait les enfants, la parole des enfants. Donc, il y a eu quelque chose d'effroyable qui s'est passé à ce moment-là, dont la société française, à mon avis, ne s'est toujours pas remise, et qui, en plus, a pour effet de nous dire que les enfants seraient des menteurs, etc. En réalité, il y a très, très peu de cas, c'est très infime. La question à la fois de l'instrumentalisation, de faire dire à un enfant quelque chose qu'il n'aurait pas vécu, ou l'inverse, ou que l'enfant mente, c'est extrêmement infime. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, d'ailleurs on l'explique dans le livre. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de gens aujourd'hui, on est dans une société d'imposteurs, qui se réclament d'un savoir qu'ils n'ont pas, d'une clinique qu'ils n'ont pas, d'une formation qu'ils n'ont pas. Pour parler de la pédophilie, il faut, il me semble-t-il, avoir une très grande connaissance du développement psychique de l'enfant, une très grande connaissance du trauma sexuel infantile et des effets selon les âges auxquels les enfants sont confrontés à ce trauma sexuel infantile, et dans le meilleur des cas, si possible, aussi une connaissance de la parole et de la symptomatologie et de la psychopathologie des agresseurs d'enfants. Donc là, effectivement, on est, il me semble, habilité à parler de la pédophilie. Et si on peut rajouter, bien sûr, mais ça va de soi avec ce que je viens de dire, une connaissance du fonctionnement des institutions qui aujourd'hui est très problématique, que ce soit en protection de l'enfance ou au niveau de la justice, etc. Donc c'est aussi à ça que servent les experts en justice, c'est-à-dire à expliquer à des magistrats dont ce n'est pas le métier, comment ça fonctionne, quel est le niveau de responsabilité, est-ce qu'il y a une intentionnalité de nuire, comment se déroulent les choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut des gens absolument formés pour le recueil de la parole de l'enfant, mais formés à la fois au psychisme infantile, à la libération de la parole, sans que cette libération soit traumatique aussi, parce qu'il y a des entretiens en réalité avec des enfants qui rajoutent du trauma sur du trauma. Donc c'est quand même c'est quand même un problème. Et en outre, donc qu'il puisse y avoir dans cette connaissance du développement psychique, une expertise du professionnel pour comprendre, parce que souvent, par exemple, pour des petits-enfants, c'est par le jeu que l'enfant va s'exprimer, c'est par le dessin. Donc, il faut une qualification pour décrypter tout cela. Et l'enfant, par exemple, ne va pas désigner,
immédiatement son agresseur, surtout si c'est un proche. Donc il ne dira pas c'est mon père, hein. Donc il passera par des détours parce qu'il craint les représailles, parce qu'il est dans des conflits de loyauté et tout ça, il faut avoir un peu, de l'expérience et de la connaissance, pour savoir comment l'aborder et faciliter la libération de la parole de l'enfant. Et après la facilitation de la parole de l'enfant, il y a la question: est-ce que les institutions suivent? Et ça, c'est une autre énorme problématique qui, personnellement, m'a fait arrêter les suivis d'enfants. Oui, parce que quand on voit, je pense à cette petite fille à Châtenay-Malabry, où il y a eu 3 ou 4 viols d'affilée et en fait, c'est la maman qui est menacée. On lui dit qu'on va lui retirer son enfant et on rassure tout le monde en disant que l'auteur de cela a été déplacé. C'est absolument catastrophique. Enfin, on se demande si la société prend en charge et finalement, est-ce que, enfin, on finit par se demander si on doit agir à ce niveau-là ou simplement se retirer parce que ça semble être beaucoup plus violent finalement ce que la société ne fait pas ou renvoie que le soin qui pourrait être donné et la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur. Oui, pour terminer, donc moi j'ai exercé, pendant très longtemps à Marseille et je faisais de nombreux signalements et si, j'ai arrêté, le suivi des enfants, c'est que je me retrouvais régulièrement devant un propre conflit de loyauté professionnelle, qui était que, je savais que si je signalais, la gravité, de ce que je voyais, il y avait un risque, c'était plus qu'une probabilité, c'était un risque majeur que la situation de l'enfant soit plus dégradée après le signalement qu'avant. Donc, en clair, cela pose des situations où on se dit: «Est-ce qu'il vaut mieux donc que l'enfant reste dans ce climat d'inceste dans sa famille ou qu'il soit violé dans une famille d'accueil?» Je vais essayer de proposer les choses comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est sûr que ça atteint des niveaux qui sont très difficilement accessibles pour une personne normale, hein. En fait, c'est bon. Je, je dois avouer que votre livre, pour ceux qui auraient peur, n'est pas difficile à lire en tant que qu'explication. En fait, il n'est pas violent, mais il permet de comprendre cette perversion, ces manipulations. Je crois que vraiment, presque tous les enseignants devraient le lire en fait pour arriver à détecter, savoir comment ça fonctionne. Et Amandine, est-ce que je peux vous demander un petit mot sur le consentement? Parce que je reviens à cette éducation à la sexualité où tout le monde parle du consentement de l'enfant, euh, qui était déjà dénoncé par Ariane dans les textes de l'OMS. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du consentement éventuel de l'enfant? Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à son consentement, l'enfant est encore, pas tout à fait mature. Je dirais pas que tous les adultes le sont, mais voilà, un enfant peut tout à fait dire «oui». Alors sachant que les pédophiles avancent souvent une demande masquée. «Est-ce que tu veux venir à la maison jouer avec moi? Est-ce que tu veux des bonbons?» Enfin, c'est donc un enfant peut dire «oui», mais pas consentir au sens psychologique et juridique du terme. Il peut aussi consentir à l'idée qu'il se fait peut-être, d'avoir une relation privilégiée avec l'adulte, de faire des bisous, de monter sur les genoux, sans penser que peut-être il sera traumatisé à vie d'avoir, été touché ou, ren visualisé ou des parties génitales de l'autre, heu, c'est-à-dire qu'on peut penser que, bah, se faire toucher une partie, c'est comme, se faire toucher la joue ou, s'il n'est pas averti du fait qu'il y a des choses, si elles sont, touchées trop vite ou rencontrées trop vite ou vues trop vite, ça peut les choquer à vie. Donc il y a vraiment une dissymétrie fondamentale de maturité, de dépendance et donc de pouvoir entre l'enfant et l'adulte. C'est précisément cette différence que la pédophilie déni ou qu'elle cherche à effacer en disant: «La petite fille, elle m'a suivi chez moi donc grosso modo, elle savait à quoi s'en tenir». Alors que même chez les adultes, par exemple, vous pouvez tout à fait accepter de monter, dans une chambre sans forcément, vouloir, toute la suite et selon le point de vue ou comment l'avait envisagé, la personne. Donc Mais parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont, comment dire, qui sont pro cette éducation à la sexualité en se disant il faut lui apprendre le consentement, il pourra dire non. Mais en fait, comment on peut expliquer clairement qu'on ne peut pas dire oui ou non à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas imaginer en fait?
C'est C'est là ça, qu'est hein, toute la l'idée. responsabilité de l'adulte. Il y a vraiment une dissymétrie entre les savoirs, notamment du fait que beaucoup d'agresseurs sexuels ont été des victimes et savent eux aussi que ça a été très coûteux pour eux. Ils ont choisi, certains de reproduire, d'autres de ne pas reproduire. Il y a beaucoup de professionnels de la protection de l'enfance qui ont vécu ces choses-là. Moi, j'ai rencontré des situations où la petite fille, une fois qu'on lui disait ce qui lui était arrivé, elle dit: «Ah, c'est pour ça que ma belle-mère, quand elle me l'a fait, m'a dit: "Ferme les yeux", parce que moi, quand on me l'a fait, j'ai pas fermé les yeux et ça m'a traumatisée"». On a des agresseurs qui ont conscience que, bah, il va y avoir des conséquences, et qui peuvent prévenir la victime ou passer des accords, glissants comme, «Tu qu'à dire non si ça te plaît plus». Alors que c'est une fois que la situation est passée, qu'on a décanté et qu'on a maturé, qu'on s'est rendu compte qu'on avait été traumatisé. C'est pas pendant que la situation se déroule que la personne se rend compte qu'elle va être traumatisée sur 20, 30 ans ou à vie. Et est-ce qu'on a des agresseurs qui peuvent agresser sans avoir conscience d'agresser? Je laisserai peut-être à Ouais, Ariane répondre ouais. sur le sujet. Ça, c'est vraiment de la clinique. Je dirais que c'est au Oui. cas par cas quand on fait l'expertise de la personne qu'on se dit ça. Mmh. Pour autant, je pense que c'est vraiment une responsabilité de notre société de devoir vraiment rappeler ça sans cesse. C'est qu'effectivement, l'enfant et l'adulte ne, pensent pas pareil et que de toute façon, c'est notre responsabilité d'imaginer que l'enfant, ne peut pas avoir conscience des incidences que ça peut avoir. Mais, je vous parle même de choses aussi, basiques, que regarder un film. Est-ce que ça te dit qu'on regarde, je sais pas moi, E.T. ou et puis que finalement le regarder pour nous, notre génération, Les Dents de la Mer. On ne pouvait pas savoir si ça allait nous traumatiser ou pas. Alors pour des choses aussi délicates, que l'intimité, un film, vous pouvez ne plus jamais le regarder de votre vie ou le re-regarder une fois que vous êtes adulte. Un acte qui vous a traumatisé, un accident de voiture ou avoir été, caressé et que vous en soyez traumatisé à vie, ça va être difficile après de le reprendre, soi-même sans aide ou c'est vraiment de notre responsabilité de société de l'apprendre à l'école, de l'apprendre, avec les parents, d'expliquer aux enfants qu'attention, des fois les adultes eux-mêmes n'ont pas, conscience, que vous allez être traumatisés à vie ou que c'est pas leur affaire, qu'ils vont vous laisser vous débrouiller avec ça. Ariane? Oui, je crois que, nous souffrons d'un déni de vulnérabilité, l'enfant est extrêmement vulnérable, mais même l'adolescent est extrêmement vulnérable. C'est la raison pour laquelle on avait tout de même, on a toujours d'ailleurs le code pénal, qui protège, hein, la minorité, sexuelle. C'est que psychologiquement, c'est pas parce que, un adolescent par exemple, a une poussée hormonale qui lui donne, de quoi, éventuellement, se reproduire, qu'il est apte psychiquement en réalité. Donc la dimension psychique, c'est-à-dire le vécu émotionnel, les sentiments, la maturité intellectuelle, et cetera. Tout ceci fait partie, de quelque chose qu'on doit, protéger, protéger avec des étapes et des étapes qui ne doivent pas être brûlées. Donc c'est vrai que c'est très curieux, enfin c'est très curieux, c'est très pervers. En réalité, cette passation de responsabilité, ça signe une société où des adultes sont plutôt immatures, plutôt irresponsables, veulent s'en laver les mains et je pense que malheureusement, j'ai aussi entendu beaucoup de parents, qui, souhaitent se décharger en fait sur l'école de cette dimension, parce que, bon, ça les met mal à l'aise, parce qu'eux-mêmes ont peut-être aussi leur petit trauma sexuel infantile et qu'ils se disent: «Bon ça va être l'école qui va s'en charger, pas moi». Hem Alors, ça ne veut pas dire que, le parent on fait bien la distinction, hein, il s'agit de préserver l'intimité. Mais disons que être à l'écoute de son enfant, être à l'écoute de ses questions quand il y a des étapes, qui sont franchies et surtout surveiller. Que font-ils? Comment c'est possible? Moi, chaque fois que j'entends une histoire, il s'est passé une fellation dans les toilettes de l'école maternelle, je sais pas quoi, je me dis: «Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que les adultes soient aussi démissionnaires?» Ça veut dire que les enfants ne sont pas surveillés, ils ne sont pas surveillés pour ça, mais ils sont pas surveillés non plus s'ils mettent les doigts dans la prise, ils sont pas surveillés s'ils tombent, ils sont pas surveillés quoi? Qu'est-ce que c'est que cette société? Et c'est, je crois le Est-ce qu'il n'y a signal. pas, est-ce qu'il n'y a pas, comme il y a eu une déviance du droit de la protection de l'enfant vers le droit à la sexualité, à la reproduction, une déviance avec prendre là cette peur qu'ont les parents, parce que bon, certains sont sans doute démissionnaires, je ne dis pas, mais j'ai l'impression que ça représente une telle peur
qu'en fait, ils vont se jeter sur la première solution qu'on leur donne, et cette solution qui est les VARS est tout à fait perverse puisqu'elle est, elle est inverse. Le problème. Elle est le problème. Elle est le problème. Et encore une fois, les gens qui peuvent critiquer notre analyse, en réalité, n'en ont pas pris connaissance. Parce qu'il suffit de lire Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, notre livre avec Régis Bruno, pour comprendre quelle est la nature du problème. Nous avons des arguments, nous aimerions des contre-arguments, personne ne nous en oppose. En fait, on nous oppose des campagnes de calomnie, on nous oppose de la censure, de différentes formes de diffamation, mais des vrais arguments, il n'y en a pas, parce qu'en fait, il y a une vaste entreprise de corruption de mineurs sous un drapeau de prévention, et il y a des modules de prévention, toute la perversion est là. C'est comme dans le discours paradoxal du pédophile. Il y a des choses qui sont bien, mais qui sont tellement mélangées à du n'importe quoi idéologique et qui ne tient pas compte de la vulnérabilité des enfants et de leur pudeur, mais les enfants eux-mêmes s'en rendent compte, parce que moi je reçois beaucoup de témoignages de parents qui me racontent comment leurs enfants ont vécu ces cours, et les enfants semblent beaucoup plus conscients de ce qui est en train de se jouer, les enfants de 8 ans, 9 ans, que les adultes. Donc là encore, il y a une interrogation à faire sur les aptitudes des uns et des autres, et puis je crois les verrous psychiques qui sautent et qui ne devraient pas sauter sur la protection des enfants, la protection de l'intimité, la protection de la pudeur. Nous avons davantage à gagner à protéger la pudeur et l'intimité qu'à sexualiser les enfants. Alors je dis nous, c'est-à-dire nous, le peuple, parce qu'évidemment, les industriels et les capitalistes de l'industrie pornographique ont bien d'autres ambitions. Alors, je rappelle, j'en profite pour rappeler là où nous nous étions rencontrés, c'est-à-dire les conférences en 2023, qui étaient fort intéressantes sur les enfants avec Karina Terki, Karine Bélieu, Amandine, Ariane et Virginie. Mais si on reprend un peu tout l'historique, si on reprend Judith Reichmann, votre livre L'imposture des droits sexuels, etc., on voit bien que tout ça n'est pas fortuit en fait. Il y a quand même une volonté, et puis si on arrive même à la pornographie et au réseau pédocriminel, il y a quand même une facilitation qui est évidente, on ne peut pas se tromper tout le temps, donc il y a quand même quelque chose qui est voulu là-dedans. Je crois, on l'a démontré, on a démontré tout de même tous les liens, toutes les ramifications, toutes les filiations. Et le colloque du 6 mai 2023 s'intitulait « Dérive totalitaire sur les enfants », la sexualisation, l'effraction de l'intime, tout ceci fait partie d'un grand plan plus vaste. On comprend que les gens puissent être dans le déni, mais il serait quand même temps d'ouvrir un petit peu les yeux et de prendre ses responsabilités aussi en s'informant correctement. Alors, je vais demander à Amandine, est-ce que vous pensez que ces cours d'EVARS, en fait, ça peut influer sur la sexualité adulte? Parce que si on commence à parler de sexualité à un enfant qui est tout jeune, en fait, je me demande dans quelle mesure ça peut influer sur sa sexualité adulte, à savoir ouvrir ce regard sur des non-pubères et éventuellement créer des pédophiles. Je vais très loin dans ce que je dis, mais c'est un global. Ça y est, j'ai remis le son. Oui, effectivement, l'enfance, c'est une période de construction psychique majeure, et tout ce qui touche à la représentation du corps, de l'intimité et des relations, ça peut avoir du coup un impact durable. Donc la question, c'est effectivement ce qui est enseigné, mais aussi à quel âge. On a vu des tableaux très étonnants, où on était vraiment choqués en termes de développement de l'enfant, au point qu'on s'est demandé si ça avait été élaboré avec des professionnels de l'enfance. Parce qu'il y a des notions, et c'est pas que des histoires de sémantique, c'est des notions, des objectifs qui étaient prévus pour ces, notamment des standards qui étaient vraiment complètement en contradiction avec le besoin de développement de l'enfant. Donc nous, on est sensible au contenu de ce qui est enseigné, mais aussi à quel âge et de quelle manière. Et avec le respect effectivement du développement de l'enfant qui n'est pas toujours en plus, homogène dans une classe. Donc c'est peut-être ça, voilà le point sur lequel je voulais revenir. Et concernant la question de tout à l'heure, pour ce qui se passe dans les cours de récréation, peut-être que c'est mon angle de vue de psychologue social ou des organisations, mais je trouve que ces choses qui se passent de plus en plus dans les classes ou dans les cours de récréation, c'est peut-être lié aussi à la parcellisation des tâches.
et des responsabilités. Avant, dans une classe, vous aviez peut-être la maîtresse et une tata, et la tata pouvait voir certaines choses, où les maîtresses faisaient des allers-retours dans la cour de récréation, leur seule présence limitait certains actes et leur regard. Et peut-être que maintenant, en se disant, je suis l'institutrice et donc pendant la récréation, je suis à ma salle de pause, je suis donc peut-être moins présent, que tout le monde pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va surveiller. Il y a un tel qui est dans la cour de récréation. Et donc, du coup, on ne protège plus pareil, on ne repère plus les mêmes difficultés. Ça crée des zones, des angles morts qui apparaissent, alors que les adultes ont vraiment besoin d'adultes qui sont réellement présents physiquement, mais aussi dans leur fonction de vigilance. C'est-à-dire savoir qu'il y a la maîtresse dans la cour, c'est complètement différent. Savoir qu'on est en train de regarder. Donc, il y a vraiment ce qu'on enseigne, mais aussi ce qu'on ne se permet plus d'anticiper. Il y a toujours eu des enfants qui se sont poussés dans les cartables, des enfants qui se sont tripotés sous le préau. Et là, il y a comme quelque chose qui est, c'est plus à personne de le regarder ça. Puisque là, il y a la prof de français, là, il y a la cantinière, là, il y a l'homme de service. Et du coup, il faudrait presque créer un poste de professeurs qui seraient en train de surveiller les cours pour qu'il ne s'y passe pas. Ou alors, c'est qu'on est dans le déni de ce qui se passe entre deux enfants, les pulsions agressives, la curiosité et toutes ces pulsions à connaître les choses de la vie, jouer au docteur, des choses comme ça, qui n'ont pas forcément besoin d'être encadrées, comme on a pu voir dans certains cours d'éducation sexuelle, mais plutôt anticipées. Les enfants vont vouloir chercher, ou si on lui parle d'une chose, ils vont vouloir creuser la question, enfin, ce dont on leur a parlé. Et donc, des fois, ces enseignements ont pu générer, et moi, c'est ce que j'ai vu dans certaines expertises dans les villages voisins, c'était les cours qui avaient initié l'idée aux enfants et donc peut-être précipité une curiosité qui aurait eu lieu à un âge plus adéquat. Mais est-ce que ça peut influer sur la sexualité adulte, le fait Pardon, d'avoir... oui, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression, en fait, que si on commence si un enfant commence à avoir un regard parce qu'on lui a parlé de sexualité jeune, est-ce que ça va pas l'inciter à après avoir un regard sur les enfants, puisqu'à ce moment-là, il va regarder des corps impubères, on va dire. Est-ce que ça pourrait influer ou... Moi, Oui, j'ai eu pardon, des... c'était ta question. Effectivement, comme toute expérience marquante de l'enfant peut influencer sa vie d'adulte, mais ça peut être même, on va dire goûter de la moutarde ou tout ce qui concerne les représentations du corps, de l'intimité, des limites et de leurs relations, c'est censé se construire progressivement et chacun est censé l'appréhender en fonction de ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé et c'est pourquoi les interventions auprès des enfants, ça demande beaucoup de prudence, de compétence et une parfaite adéquation à leur stade de développement. Parce que ce qui est enseigné aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout à ce que nous, on conseillerait d'enseigner. Et je te redonne la parole, Ariane, peut-être tu veux compléter. Je renverrai, j'ai reçu pas mal de témoignages moi, de gens, de jeunes adultes qui m'ont exprimé à quel point cette éducation sexuelle, et on parle d'il y a quelques années déjà, les avait traumatisés au point d'empêcher une sexualité épanouie. Et il y a un de ces témoignages que j'ai publié dans l'imposture des droits sexuels. Et concernant les fractions traumatiques, bien sûr qu'il y a toujours la potentialité d'un retournement en agresseur, mais on le voit déjà chez les enfants eux-mêmes qui reçoivent ces cours, en tout cas au niveau de la clinique. Encore une fois, nous on parle du réel, on ne parle pas de quelque chose qui est élaboré de façon théorique dans des bureaux déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Donc dans les enfants qui sont reçus en cabinet, il y a de plus en plus d'agressions sexuelle, de reproduction entre enfants et par rapport à ce qui est vu, subi, etc. Au niveau psychique. Donc il y a des passages à l'acte, effectivement, et des reproductions même de ce qui a été vu en cours. Pour les jeunes adultes, on peut aussi revenir, par exemple, sur toute la banalisation de la pornographie qui est arrivée dans les années, on va dire peut-être 90, qui a modifié les représentations de la sexualité, parfois même très tôt, parce qu'on a des jeunes qui ont débuté leur sexualité par la visualisation de ces films pornographiques.
il faut savoir que lorsqu'un enfant ou un adolescent est exposé prématurément à des contenus d'adultes ou de sexualité standardisée dans ces films, ça peut vraiment brouiller les repères de la sexualité, les repères entre intimité, relation, consentement et performance. Donc la question centrale, ça reste aussi celle de la protection du développement psychique de l'enfant, du jeune adulte, hein, Alors, si vous aviez un message à transmettre aux parents, ce serait lequel en fait? Pour des parents qui vont écouter ça et voilà. Gardez toujours l'œil sur vos enfants. Voilà, le mien. Oui, on va dire, ne cédez pas à la panique ni au déni, restez présent, restez disponible et à l'écoute. L'enfant, il n'a pas besoin de parents parfaits, il a besoin surtout d'adultes auprès duquel il sait qu'il pourra toujours parler s'il rencontre une difficulté. En fait, l'idée, c'est de faire l'enveloppe qui pourra contenir l'enfant, le discours de l'enfant. On va lui remettre une sécurité, on va dire intérieure par la contenance extérieure. On va dire: «Tu sais qu'on t'aimera toujours, tu pourras toujours me parler», et puis éventuellement rajouter, «Même si ce que tu me dis me paraît étrange, même si ce que tu me dis, pourrait me choquer». Parce que l'enfant, il va chercher à préserver l'adulte qui s'est déjà très occupé. On a vu ça pendant l'épisode, la période Covid, où les enfants ne se plaignaient pas parce qu'ils voyaient les parents déjà très chargés, le télétravail et cetera. Pour le harcèlement ou les actes pédophiles, imaginez un enfant qui a déjà du mal à annoncer qu'il a eu un 3 en maths, un 10 en français, moi j'en sais rien, va pouvoir entre deux placer que le prof de sport est rentré dans les vestiaires, surtout que ça commence souvent d'une manière assez sensible. Donc à quel moment on dérange le parent pour lui dire: «Il y a quelque chose qui m'a fait bizarre dans le regard de tel adulte». Donc il faut vraiment qu'on dise: voilà, tu essayes d'aborder avec moi tes difficultés, quelles qu'elles soient, et multiplier les adultes référents à qui il pourra en parler. C'est laquelle de tes profs avec qui tu te sentirais le plus de parler si tu avais un problème de harcèlement entre copines, ou ça peut être le parent, vraiment des adultes qui pourraient ne pas juger ce qu'il a à dire ou ne pas tout de suite déclencher une réaction. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents par risque qu'ils aillent à l'école. Si je dis que le petit, voilà, ou que j'ai fait, par exemple, j'ai été accusée, par, la petite Julia, d'avoir fait ça, comment on peut parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'adultes maintenant qui, comme ils ont les protocoles, pour déclencher des situations de harcèlement ou de déclarer les événements, en rapport avec des abus sexuels, vont déclencher sur des situations qui relevaient avant de quelque chose de normal. Je pense à un enfant qui avait joué à épervier, qui rentre dans la pionne, il a touché les parties intimes. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les parties intimes? Est-ce qu'un petit de CP, CE1 qui a bousculé, la pionne dans la cour de récré voulait vraiment toucher sa poitrine, ses fesses, ou je ne sais pas ce qu'il avait bien pu toucher? Et est-ce que c'est pas juste un enfant qui est rentré dans un adulte ou dans un autre enfant? Il y a toutes ces choses-là où des fois, il ne faut pas non plus mettre des mots, parce qu'après, l'enfant va prendre ce mot-là: «Ah bon, j'ai touché des parties intimes, qu'est-ce que c'est les parties intimes?» et découvrir tout un champ. C'est à nous aussi de ne pas propulser l'enfant dans un autre domaine de curiosité. Ariane, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être, je vois aussi de plus en plus, encore une fois, dans les discours médiatiques, des mots d'adultes pour décrire des situations d'enfants. Par exemple, dire, il y a eu un viol, pour des enfants de 5 ans. Mais un viol, du point de vue pénal, ça suppose une intentionnalité. Il y a quand même des différents paramètres qui supposent une certaine construction psychique. À 5 ans, on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. On reproduit ce qui se passe, ou ce qu'on a vu, ce qu'on subit. Et donc, ça aussi, ça fait partie du déni de vulnérabilité, du déni d'enfance. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir à tous ces mots d'adultes qu'on colle sur l'univers de l'enfant, et sans doute veiller à protéger davantage, par la connaissance déjà, hein, cet univers infantile, cet univers psychique infantile, qui est un univers d'imaginaire, qui est un univers de la pensée magique, qui est un univers de la tendresse, du sentiment, voilà, du développement de la vie intime. Alors, intime au niveau psychique, et ça, enfin, je sais pas, il me semble qu'on est en train de le perdre, on l'a perdu, enfin, dans les grandes lignes, pas tout le monde, bien sûr, mais ça me paraît prioritaire de le retrouver.
Oui, c'est toute la difficulté parce qu'on risque parfois d'interpréter avec des catégories d'adultes des situations vécues par des enfants et il arrive qu'un enfant vécu, un enfant victime qui reproduit ensuite des comportements appris dans un contexte de violence, c'est ce que tu parlais, Ariane, soit jugé, par exemple, sans que soit suffisamment pris en compte l'origine traumatique de ce qu'il a subi lui-même. On a aussi des problèmes de délai. C'est-à-dire, moi, j'ai eu à m'occuper de la thérapie d'un enfant qui avait été agressé sexuellement par son père, qui, comme son père avait agressé plusieurs enfants, était en procédure depuis 4 ans. Entre-temps, donc le fils aîné a agressé le petit enfant, qui n'avait pas été, enfin son cadet, qui n'avait pas été agressé par le père. Et donc, cet enfant a été jugé au bout de 2 ans, temps où le père, lui, n'avait pas encore été jugé et qui a eu des incidences dramatiques sur le développement de cet enfant, qui ne voulait plus intégrer le système scolaire ou institutionnel de notre pays, parce qu'il disait, mais à quoi rime ce pays qui me juge moi, qui ne sait pas ce que j'ai fait, avant même mon père qui, lui, savait ce qu'il a fait sur X personnes et qui était vraiment choqué de cette situation. J'ai une petite question, peut-être un peu délicate. Quand on regarde les travaux de Judith Reichmann, on voit qu'elle s'est rendue compte que même le milieu psy était complètement infiltré par cette pseudo-sexualité de l'enfant, par ce très cher monsieur Kinsey. Et est-ce que ça, c'est une difficulté aussi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on sait que tous les psys ne vont pas être des spécialistes du trauma de l'enfant, enfin, dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'en plus, on a des psys qui sont persuadés que l'enfant a une sexualité et que, etc. C'est une question un peu délicate, mais nécessaire. Oui, non, il faut la poser, oui, tout à fait. En général, il manque eux-mêmes de formation, de compétences, etc. On voit parfois des rédactions de rapports, je vais dire en substance, par exemple. Moi, j'ai dû faire des contre-expertises pour expliquer que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais en gros, sur un enfant violé par son père, que, eh bien, en fait, l'enfant, c'est juste qu'il fantasmait parce qu'il était en plein complexe d'Oedipe. Vous voyez, donc des choses comme ça qu'on peut lire, qui ne correspondent à rien du tout, qui ne sont pas des arguments. Et parfois, en tout cas, moi, je suis souvent sollicitée pour faire des contre-expertises, pour démonter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Amandine, une expérience sur le sujet? Tout à fait, je pense qu'il existe vraiment encore un besoin important de formation sur ces questions. C'est pour ça aussi que, au bout de toutes ces années, on s'est rencontrés, on s'est vraiment maillés entre psychologues rigoureuses. Moi, c'est pour ça effectivement que j'apprécie vraiment les travaux d'Ariane, de Karina Terki, de Karine Bayeux, enfin toutes ces psychologues qu'on a citées tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres, des nombreuses, mais c'est vraiment parce que quand on est amené à réaliser des contre-expertises, c'est toujours très embêtant de réécrire ou de revenir et de préciser le travail d'un autre collègue, d'autant que du coup, on va devoir citer plus d'exemples, comment témoigner d'une expertise sans trop non plus dévoiler du contenu des entretiens. Or, une contre-expertise, ça nous oblige à montrer, par exemple, pourquoi c'est bien ça et que ça ne peut pas être ça. Donc ça, c'est la rigueur. Et ensuite, des fois, on argumente avec un extrait de l'entretien. Et c'est toujours un petit peu gênant parce que ça dévoile une partie du contenu des séances. Donc, c'est très délicat. Effectivement, moi aussi, j'ai été amenée à réaliser des expertises et parfois des contre-expertises où certaines dimensions cliniques me semblaient insuffisamment explorées, notamment parfois qu'une enfant a pu vouloir dire ça lui était arrivé pour faire plaisir, ou qu'une enfant a pu concéder à des situations qu'elle savait qui allaient peut-être la traumatiser, ou elle en avait des notions que ça dépassait son consentement, mais par amour ou pour vouloir faire plaisir à l'adulte, par éducation, parce qu'elle était une bonne petite fille, par exemple. Et ensuite, il faut aussi rappeler que certains concepts, comme la théorie freudienne des fantasmes infantiles, sont parfois, je dirais même souvent, utilisés de façon
abusives pour minimiser ou disqualifier les révélations de violences réelles, ou sont utilisées parfois pour dire, vu que les enfants auront cette curiosité, etc., apprenons-leur vite, hein. Je rappelle le manuel d'éducation, enfin le manuel à l'usage du professionnel de l'éducation des cours sexuels, qui dit, page 21 sur Freud, que de toute façon, les enfants qui auraient la curiosité, autant du coup devancer leurs questions. C'est marqué comme ça, c'est une justification pour justement les initier ou leur transmettre des contenus, parce que de toute façon, ils vont s'y intéresser, autant l'anticiper. Ça, c'est vraiment des logiques très choquantes. Et sachant que c'est à l'inverse de ce que dit Freud. C'est l'inverse de ce que dit Freud, puisque Freud dit bien qu'il ne faut jamais sexualiser les enfants. Donc certainement pas anticiper quoi que ce soit. Et ça, on en a bien parlé, on a vraiment accordé un long moment dans Le sexe n'est pas un jeu d'enfant avec Régis Bruno. Je crois que il faut maintenant que les gens prennent connaissance de nos arguments. Nous revenons au texte, nous expliquons que rien, absolument rien chez Freud ne peut être utilisé pour soutenir cette éducation sexuelle. Et quand je dis ça, je me fais agresser parce qu'on me dit que je défends Freud, etc. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et que les gens feraient bien de prendre connaissance de nos arguments, parce que si on ne peut pas utiliser Freud, et ce rapport-là, qui est écrit donc par... Ce sont des cours pour les formateurs, écrits par une ancienne victime, c'est-à-dire M. Sébastien Brochot, qui n'a aucune compétence professionnelle. C'est une ancienne victime. Il écrit les cours d'éducation sexuelle, il raconte n'importe quoi sur Freud, mais n'importe quoi. Et pas que, mais c'est ça qui circule. Donc il faudrait qu'on revienne à un minimum de sérieux, il me semble. Il y avait Karine Bellieu a fait 2 vidéos sur l'ONES qui expliquent bien ça, en fait, la sexualité Freud et l'enfant. Christian Dubuis aussi, qui a fait plusieurs rappels, puisque lui, c'est un spécialiste de Freud, hein, si je ne m'abuse, donc qui a bien remis les pendules à l'heure et de façon très claire, en fait. Il ne peut pas y avoir de... Voilà, il disait que c'était une abomination pour l'humanité et que c'était même un crime, hein, de parler de sexualité pour les enfants. Et est-ce qu'à votre connaissance, alors je pose la question, c'est un peu une question rhétorique, mais est-ce que les intervenants EVARS dans les écoles sont, à votre sens, des personnes qui sont formées de façon adéquate pour savoir comment parler aux enfants? Et même, j'ai presque envie de poser la question, mais est-ce qu'on peut parler à une classe de 20 enfants, par exemple, d'un sujet quelconque, sachant que les 20 vont avoir des niveaux de compréhension, des niveaux de maturité différents, et de quoi leur parler de façon... Déjà, la première question, est-ce que l'école est faite pour aller parler sexualité? Enfin, c'est une première question. Est-ce que l'État doit se mêler de l'intime des gens? C'est une première question de fond. Ce sont que les États totalitaires qui font ça. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question sur la formation des intervenants. Alors moi, j'ai connaissance de beaucoup de psychologues qui ont été mis dehors, en fait, hein, donc au profit d'associations de lobby qui prônent la pseudo-sexualité de l'enfant précoce. Et j'ai moi-même fait des recherches et passé des coups de fil pour m'apercevoir que pour devenir formateur à l'éducation sexuelle, il faut 3 jours de stage sans casier judiciaire et après vous entrez dans les écoles. Voilà, je crois que ça répond à la question. Voilà. Amandine, vous avez des expériences sur ces cours EVARS? Est-ce que vous avez des retours dont vous pouvez peut-être un peu nous parler? Parce que je remets ce sujet-là par rapport à votre livre, parce que c'est vraiment lié, quoi. Oui, effectivement, je me suis longtemps intéressée à la question du fait des remontées de terrain. C'est vrai que sur le coup, quand on nous a dit qu'il y aurait de l'éducation sexuelle, moi, j'ai pensé que c'était la continuité de nos cours d'éducation on va dire, à la vie, voilà, moi je suis de ces années-là où on faisait 1 heure en 4e et peut-être 1 heure en 3e avec un film sur la production des plantes et des poulpes et la naissance d'un bébé, l'accouchement par exemple de la mère, peut-être un petit cours sur les gamètes, enfin quelque chose de très succinct. Donc c'est une vraie question. Il existe aujourd'hui des formations et des intervenants EVRAS, mais leur niveau il est très variable selon les structures et les personnes. On a vu intervenir surtout des associations avec dedans des personnes souvent très bien intentionnées qui pensent qu'il faut combler un vide dans les formations des enfants. On a rencontré des associations qui étaient complètement intrusées par les idéologies
on va dire, progressiste, on va dire, actuelle, qui pouvait tout à fait, déboussoler, les enfants qui étaient en recherche voilà, de structure, enfin, et puis qui absorbent tout ce qu'on dit comme vrai. Pour eux, c'est pas des opinions, ils apprennent à l'école, donc c'était un petit peu, brusque parfois. Donc on a vu des niveaux d'information, même des formateurs, très variables. Et aujourd'hui, il y a effectivement un débat sur la vérification des formations. Donc comme l'a dit ma collègue, il y avait des formations qui étaient un petit peu rapides parce qu'elles étaient, par exemple, sur les contenus de l'éducation sexuelle, mais pas toujours sur le développement de l'enfant. Donc des gens en toute bonne foi pouvaient parler très vite de choses comme effectivement les fellations, la sodomie, alors que c'est pas parce que la définition est bonne qu'elle est adaptée par un enfant. Enfin, on a vu dans les tableaux de 4 à 6 ans. Enfin, là, pour le coup, ça va pas du tout. Donc, on a des disparités sur les niveaux de formation, les niveaux de connaissance du public, mais aussi sur les antécédents judiciaires. On a vu que plusieurs parlementaires avaient alerté sur l'absence de contrôle systématique des casiers judiciaires ou même l'harmonisation des critères de ce qu'il y avait dans les casiers judiciaires. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de casiers judiciaires, surtout sur les intervenants extérieurs, parce qu'effectivement, concernant les professeurs, souvent, il n'y a pas une vérification par rapport à ces cours, mais il y a une vérification à un autre niveau, par exemple à leur embauche ou à leur concours, etc. Donc la question, c'est donc moins de savoir si des formations existent, mais surtout de savoir comment on contrôle réellement qui va intervenir auprès de nos enfants. C'est pas parce qu'on est un drag queen qu'on est formé à expliquer à des enfants de maternelle qu'est-ce que c'est une fellation. Enfin là, il n'y a rien qui va. Et une petite chose que j'avais repris dans un livre, donc j'ai fait une petite BD rigolote, c'est pas parce qu'on est drag queen, par exemple, qu'on est obligé d'intervenir habillé en drag queen dans les écoles. Vous voyez, il y a des choses qui sont, c'est ni l'art, ni la manière, ni le moment, il y a des choses qui vont mal à toutes les étapes. Alors que vous avez des professeurs qui étaient soucieux de prévenir, par exemple. Par exemple, prévenir au consentement, c'est que dès que tu sens que ça te fait bizarre dans ton corps, dès que tu sens que tu regardes une vidéo, vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un agresseur face à soi, mais j'ai une patiente qui a cliqué balançoire sur Google et qui se retrouve que elle voit une femme qui se balance dans une tenue particulière devant un regard ou quoi, ça l'a chauffé entre les jambes. Bon, ben ça déjà, comment on peut dire à des jeunes filles qui découvrent des sensations comme ça, d'avertir par exemple sa maman. Tu sais, maman, hier, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chauffée. Et puis la maman explique, bah oui, ça c'est le plaisir, la sensorialité, etc., pour qu'elle sache qu'est-ce qui passe et non pas qu'elle aille ensuite taper ce mot et essayer de retrouver l'excitation qu'elle avait trouvée cette vidéo. Il faut pouvoir avertir cet enfant en disant, tu as été initié, chauffé, fais très attention à ce que tu tapes parce que tu peux aussi être choqué par le contenu et donc elle sera accompagnée. Mais pour ça, il faut regagner confiance à l'adulte. Une petite question, parce que bon, moi, je réfléchis à tout ça par rapport à... J'essaie de me rebasculer quand j'étais jeune, mais je me dis finalement, même si on veut nous parler de sexualité, mais est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose que les choses restent dans la pudeur, un peu dans le non-dit, de façon à ce qu'on puisse, je veux dire, avoir une sexualité à terme qui soit beaucoup plus, je ne dirais pas transcendante, magique, forte en fait, parce que bon, le corps est là, mais il y a le corps et il y a l'esprit, il y a les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un. Donc, je veux dire, ça me semble, le fait de tout ramener à la mécanique, j'ai l'impression que ça risque de bloquer tout ce qu'on pourrait avoir de transcendantal, de sentiments, etc. Est-ce que je me trompe ou... Il faut dire que les tableaux de l'OMS, personnellement, hein, je trouve qu'au niveau de la sexualité, ça fait pas envie. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement, c'est du Lego. Hein, voilà. Non mais faut dire les choses claires, c'est extrêmement mécanique. Il n'y a pas ce qui peut envelopper une sexualité, la tendresse, l'amour, les sentiments, l'estime, l'admiration, j'en sais rien, enfin toute cette dimension qui font qu'effectivement ça peut être... De toute façon, la sexualité, c'est soit le lieu de la plus haute destruction, soit c'est le lieu de la plus haute libération humaine, quand il y a de l'amour, quand il y a vraiment un amour très transcendant. Donc non, la sexualité de l'OMS, c'est vraiment du bouchage de trous. Hein.
Oui, effectivement, il faut distinguer 2 choses: la découverte de l'intimité, des sentiments et de son propre corps qui relève d'un cheminement personnel et qui demande effectivement pudeur et respect et qui peut pas se découvrir, derrière un bureau de classe. En revanche, il est indispensable d'apprendre aux enfants qui peuvent être dépassés par leur curiosité, leurs sensations, dépassés par exemple, la demande d'un autre qui aurait été, documenté ou plus curieux, voilà. On peut être manipulé, on peut être forcé, on peut même se forcer soi-même parce qu'on veut garder, son petit copain ou l'attention, de tel prof dont on a l'impression que peut-être, il pourrait demander des choses, un peu plus approfondies et qu'ils ont le droit de dire non et de demander de l'aide ou, un curseur, à un adulte de confiance. Ça effectivement, peut-être que enfin pour nous, je pense que ça peut rentrer dans des cours. Apprendre qu'on peut être dépassé. En fait, tous les mécanismes de psychologie, pour nous, ils devraient être, enseignés, avant la terminale. C'est-à-dire nos mécanismes de défense, de déni, mais aussi de curiosité, nos pulsions, comment on retient une pulsion et c'est ce qu'Ariane, répète, constamment dans ses vidéos. L'éducation, c'est ça, c'est l'éducation au refoulement des pulsions, y compris la pulsion sexuelle, mais la pulsion aussi, de parler sur l'autre, de parler constamment. C'est de s'être, suffisamment, castré, tenir sa place dans la société et pareil au niveau des pulsions sexuelles, des pulsions libidinales, ouais. Mais Et mais je en crois que fait, entre pardon, mais l'école, c'est le lieu de l'apprentissage et de la connaissance. C'est pas le lieu de la psychologisation, de la méditation, de la métaphysique à 6 ans. Enfin, je crois qu'on est dans une complète confusion, complète confusion. Qu'il puisse y avoir des espaces de prévention, oui, mais est-ce que c'est à l'école de le faire? Parce que l'école, maintenant, on n'apprend plus le français, on n'apprend plus les maths, mais on fait que des trucs qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage des connaissances. c'est surtout qu'à l'école, il y a déjà pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez de psychologues à disposition. Et j'ai presque envie de dire, si je comprends qu'à un âge, on peut se poser des questions par rapport à ce qu'on ressent et qu'on a envie d'en parler, on peut aussi ne pas avoir envie d'en parler. On peut aussi avoir envie de vivre la chose et puis d'en parler plus tard. Donc, parler devant tout le monde, enfin, devant une classe, c'est complètement ridicule. Enfin, moi, j'ai l'impression vraiment que ça m'aurait choqué et même à un âge plus avancé, en fait. On n'a pas toujours envie d'aborder ça et enfin, est-ce que la vraie prévention, ce serait pas d'avoir des vrais psychologues formés qui soient à disposition, mais pour un face-à-face avec l'élève dans le Ben respect oui, de l'intimité et du secret professionnel? mais normalement, il y a déjà, enfin, je veux dire, enfin, c'est pas quelque, il y a déjà ça. Après, ils ne soient pas formés, c'est autre chose, mais l'espace intime doit rester l'espace intime. Je veux dire, est-ce que ça nous viendrait à l'idée, nous, dans les réunions en entreprise, d'aller expliquer, je sais pas quoi, sur la sexualité? Ça nous viendrait pas à l'esprit. Alors pourquoi on le fait avec les enfants? Effectivement, il y a un changement peut-être de philosophie aussi. Autrefois, on transmettait surtout des connaissances, comme tu disais, Diane, et aujourd'hui, on cherche davantage à développer des compétences et des comportements. Donc pour ça, je vous renverrai au travail de Valérie Chénard qui a beaucoup expliqué, ce changement, de perspective d'éducation des enfants. Et beaucoup de personnes de ma génération ont connu une certaine gêne face à ces sujets, déjà, rien qu'en regardant le petit film de fin d'année. Mais c'était juste, comment dire, une gêne parce que c'était pas prévu qu'on aborde des sujets qui faisaient quelque chose à l'intérieur de notre corps. C'est vrai qu'un cours de maths n'est pas censé nous bousculer, alors peut-être l'art plastique, mais par contre, les autres cours, on avait une position passive. Et là, dans des cours qui abordaient ces sujets, on sentait que c'était un petit peu, comment dire, sensible. Mais ça n'effractait pas, ça n'initiait pas, ça n'apprenait pas, ça ne nous faisait pas toucher des standards dans cette matière-là. Et donc aujourd'hui, certains enfants, et d'ailleurs nous on en a reçu beaucoup, des témoignages, mais aussi en consultation d'enfants ou de parents ou même de formateurs, enfin de personnes, d'enseignants avec qui on avait demandé de faire ces cours, qui avaient pu être choqués par les contenus qui correspondaient pas à la maturité des enfants qu'ils allaient devoir s'occuper. Et pendant ce temps,
comme tu l'as souligné Diane, on manque cruellement de psychologues, de médecins scolaires, d'infirmiers, même d'assistantes sociales, hein, pour accompagner individuellement ces enfants qui en ont besoin, même par exemple de débrief après ces fameux cours. On a, quand même des enfants qui bon, ben, avant même d'en parler à leurs parents, auraient aimé débriefer avec, la prof qui vient de s'en occuper ou leur prof principal et qui aurait aimé dire: «Ça m'a fait quelque chose». Pas forcément quoi, parce qu'ils savent pas encore quoi, mais ça m'a, voilà, refaire un sas, donc comme je le disais, une enveloppe, quelque chose avec, des bords dans lequel on peut dire, «Ça m'a un petit peu, touché». Je reviens sur les travaux d'Anzieu avec le moi peau. Ça a touché mon moi dans ma peau, enfin quelque chose avant même savoir quoi, l'intimité, les fantasmes ou quoi, ça m'a touché dans mon moi profond. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire, pour finir, que d'essayer de prendre soin des enfants et de limiter les agressions limiterait de facto la pédophilie en général? On peut dire que plus qu'un enfant est entouré d'adultes disponibles et protecteurs et attentifs à son vécu, plus il est difficile pour un prédateur d'exercer son emprise dans le silence. Donc la prévention, elle passe d'abord par le lien. Moi, j'ai beaucoup insisté sur le lien d'un adulte qui serait tuteur, qui serait contenant, qui serait étayant, par l'écoute et la protection de l'enfant au sens de la naïveté, du fragile de l'enfance, on va dire, de la sensibilité de l'enfance. Pas que l'enfant soit naïf, mais que l'enfant a une naïveté sur certains sujets, même sur son propre fonctionnement. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourra le choquer ou pas. Un enfant qui sait qu'il sera entendu, c'est déjà un enfant qui sera moins vulnérable. Je relaisse la parole à Ariane qui était coupée tout à l'heure. Oui, oui, non, tout à fait. Je crois que la priorité, c'est de se souvenir de cette vulnérabilité. Donc, de ne pas se défausser de son rôle d'adulte de vigilance, d'écoute, d'être présent, de faire attention, effectivement, à des moments qui pourraient être délicats, de faire aussi attention à qui approche l'enfant, hein, c'est la responsabilité des parents et des proches, de regarder qui, voilà, si on aime les enfants, on veille sur eux. Voilà, donc la vigilance. Ouais. C'est aussi un savoir qu'on leur transmet à partir du moment où un enfant sent que ses parents, ses grands-parents étaient protecteurs, bah, de lui-même, quand il sera parent, il sera protecteur, j'imagine. Bien sûr, et puis aussi, naturellement, l'enfant viendra parler. Je veux dire, s'il y a une écoute, si enfin, si il ne s'agit pas mais d'être dans cette grande proximité, je pense que c'est important, oui. Est-ce que c'est pas le moment aussi de se rappeler qu'on ne colle pas son enfant à l'école? C'est-à-dire, on ne colle pas l'enfant dans la société, on ne colle pas son ado dans son premier job. Peut-être que tous ces phénomènes-là, sociétaux qu'on est en train de rencontrer nous rappellent qu'on doit accompagner l'enfant. Ariane, elle dit: «Il faut faire attention aux adultes, à qui on confie nos enfants», effectivement, arrêter de peut-être se désengager et peut-être regarder très exactement où le met. Depuis quand, les adultes qui ne font pas l'école à la maison, par exemple, ont regardé à l'avance, avant, l'année scolaire, le contenu des enseignements, quels qu'ils soient, hein, pas que de l'éducation sexuelle, je parle peut-être, même du programme de français ou du programme de maths. Je crois que la priorité, c'est de se rappeler que l'enfant, c'est un être vulnérable, qu'il n'a pas les ressources psychiques, ni l'expérience, ni la liberté relationnelle d'un adulte. Donc la vigilance, ça consiste donc à être attentif aux adultes qui s'approchent de lui, aux situations de pouvoir et au contexte où, par exemple, le secret, l'isolement, quand on est seul dans une salle de classe, ou la confusion des rôles peuvent s'installer. C'est très important parce que si on fait le bilan de toutes ces situations traumatisantes, c'est une histoire comme ça. Les histoires où l'enfant était isolé, alors ça peut, c'est pas forcément seul avec un adulte prédateur, ça peut être aussi isolé de ses références. Par exemple, seul dans toute une classe de 23 enfants, et ben en fait, il est seul parce qu'il y a plus d'adulte qui lui dit: «Tu peux t'arrêter à tout moment, tu peux quitter la place dès que tu as la nausée, tu peux faire attention à que toi, tu as pas tellement envie, d'entendre parler de ces choses-là». Parce qu'on a vu dans
les conférences qu'on faisait, des enfants qui instinctivement, ou parce que leurs parents leur avaient permis de quitter des situations où ils n'aimaient pas, par exemple à table quand mamie elle est trop raciste, tu peux partir, c'était ces enfants-là qui étaient partis du cours d'éducation sexuelle en disant « Ah, moi ces choses-là, ça me fait mal au ventre, j'ai la nausée, etc. » et qui avaient pu partir. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup pour votre ouvrage. Est-ce qu'on peut partir sur un mot de la fin, peut-être Ariane? Merci pour votre ouvrage. Merci. Oui, nous, effectivement, nous écrivons ces livres pour informer, pour instruire les gens, et je pense que c'est très important de comprendre que ce livre, cette 3e édition, est accessible à tout le monde. Hein. C'est accessible même à des gens qui n'ont pas de connaissances de psychologie. Donc, il est fait pour toutes les personnes qui ont à cœur la protection des enfants et ont à cœur de comprendre comment fonctionne le système pédophile, hein, le système manipulateur de la pédophilie, de la prédation en fait sexuelle qui vise les enfants. C'est la première des préventions, c'est que le monde adulte soit suffisamment construit et informé pour protéger les enfants. Donc c'est la raison d'être de ce livre. Ouais, et ça me semble essentiel en fait, aussi pour comprendre toutes les perversions qui vont alentour, c'est-à-dire ces cours des VARS et compagnie. Quand on a bien compris ce que c'est, en fait, on est mieux à même de juger si telle chose va être protectrice ou pas, ou agresser l'enfant. Amandine, un mot de la fin? Oui, bah, bien volontiers. J'espère que cette émission elle aura apporté des clés de compréhension et de réflexion. Ariane, je te remercie encore pour ton travail indéfectible, ton courage intellectuel et ton engagement constant au service de la protection de l'enfance. Et Diane, j'aimerais également saluer ton travail de lecture qui est exigeant, ta capacité à rendre accessibles ces sujets complexes et ton engagement à faire vivre ces réflexions auprès du plus grand nombre. Donc, tu fais vraiment partie de ces personnes qui ont choisi de ne pas détourner le regard lorsque la réalité, elle dérangeait. Et depuis des années, tu contribues à faire connaître des travaux essentiels, à ouvrir des espaces de réflexion sur des sujets qui sont souvent difficiles à soutenir. Et tu nous aides dans la diffusion d'une parole professionnelle, rigoureuse, tant que plein d'autres préfèrent le silence ou détourner notre message ou finissent par avoir un discours qui glisse vers des amalgames demandés par le discours ambiant. Donc voilà, toutes les deux, je voulais vous remercier de résister, de tenir une parole propre dans le domaine de la protection de l'enfant, une fidélité de la vérité et cette persévérance qui exige voilà, beaucoup de sérieux. Ça m'est vraiment précieux pour mon travail. Et voilà, merci pour votre travail et votre présence à nos côtés. Merci à toutes les deux et merci pour ces mots. Ça me touche, Amandine, même si ça me semble évident. C'est vrai que c'est des lectures qui sont plongées dans ce domaine-là. C'est pas toujours agréable, on va dire, mais je dois avouer que votre livre, il est vraiment décrit de compréhension. Il n'est pas choquant, en fait. Voilà, donc j'invite tout le monde à le lire parce que ça va pas du tout être choquant, on va pas du tout faire des cauchemars, mais ça permet de bien comprendre et en fait de se sentir plus armé. Vous avez vraiment vos descriptions, elles sont fluides, elles sont en même temps très précises. Voilà, merci à vous deux vraiment du fond du cœur pour les enfants. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.